une production Noyau Studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Pour cette 5e saison de Vision, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes toujours en partenariat avec MPB, qui est la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Il y a un lien vers le site de MPB dans la description de ce podcast et sur notre propre site vision.photo. Je vous souhaite une très bonne écoute. J'étais déjà allé en Irlande du Nord les mois précédents pour cette histoire de Bobby Sands, ce type qui était personnalité christique, qui avait décidé de se sacrifier pour la cause irlandaise, la cause de l'IRA, Irish Revolutionary Army. Et moi je suis breton, donc il y a toujours les Celtes, on a toujours des atomes crochus, donc les Irlandais c'est pas mon peuple, mais je me sentais proche. Et donc je pars, je crois que c'était fin avril, vers le 25 avril, en Irlande du Nord. À l'époque, je travaillais pour une agence de presse qui s'appelait SIPA Press, qui était une des 3 majors, avec Sigma, Gamma, un peu la 3e plutôt, parce que Sigma était le numéro 1, Gamma 2, SIPA était plus dans le showbiz, la planque, et bon, il développait ce côté un peu international. Et j'étais parti, je dirais pas à mes frais, mais presque, avec peut-être l'équivalent de 300 € en poche pour passer 15 jours. Tous ces gens, ces Irlandais, m'avaient saisi parce que il y avait une communauté entière. Ça se passait le soir, on était dans les pubs, les gens offraient à boire. Puis il n'y avait pas tous ces photographes qui aujourd'hui, on était une demi-douzaine de photographes, quelques télés. Faut pas oublier qu'en France, on est au moment des élections. On est en mai 81, donc le 10 mai, et la presse française était focalisée sur les élections, parce que c'était le match Mitterrand-Giscard, et avec comment ça s'est terminé. Donc il y avait très très peu de journalistes français, et toute liberté de travailler. Donc je suis resté là pendant 15 jours, j'ai photographié tous les événements. D'abord j'ai sorti un bouquin qui s'appelle Bobby Sands, d'ailleurs, et puis là j'en vais en sortir un prochain là dans Archives Yann Morvan en couleur, celui-là. Et j'ai été fortement ému par tous ces gamins. Alors bon, tu présentes une photo, effectivement, on est pendant une émeute dans une rue dans ces corons où habitaient, parce que les catholiques étaient vraiment le lumpen prolétariat de l'Irlande du Nord. Donc dans ces corons, et ces gamins sont là, je sais pas, ils ont entre 10 et 15 ans, ils sont prêts à aller jeter des cailloux, des bouteilles, des cocktails Molotov sur l'armée anglaise, parce que c'était l'armée. L'armée s'était singularisée quelques années auparavant en ayant tué une vingtaine de manifestants, donc là ils avaient quand même levé le pied. Et puis la politique de l'IRA, de l'armée révolutionnaire irlandaise, c'était d'envoyer des mineurs. Donc c'était des jeunes gamins, et c'était plus difficile à faire accepter leur mort, et puis on ne pouvait pas les incarcérer. Alors qu'un type à partir de 18 ans, il allait en prison pendant 20 ans. Donc ça se passait comme ça. Ils sont émouvants, c'est un peu de briquet de broc avec une capuche un peu mal posée, tout ça. Et c'est vrai que c'est un de mes plus beaux souvenirs de reportage Irlande du Nord. Quand je suis rentré à Paris, le propriétaire de l'agence, Gökçin Sipayoglu, m'a dit « Marwan », il était turc, « Marwan, tu fais de la merde, tes photos sont dégueulasses ». J'ai quand même eu une double page dans Stern, j'ai quand même eu 4 pages dans Figaro Magazine. Et je suis rentré le 10 mai au matin pour les élections, et j'ai été immédiatement couvrir les élections législatives. Enfin voilà, ça s'est terminé comme ça. J'étais en MP1, MP2 à Nice, et puis j'étais pas assez doué en maths. J'avais un pote qui a fait Polytechnique, qui a fait l'X, et il mettait 3 minutes pour résoudre le problème. Moi, il me fallait 1h30. Donc j'ai dit j'arrête. Bon, et qu'est-ce qui me restait ? J'aurais pu faire prof de maths, mais ça m'intéressait pas d'être prof à l'époque. Moi, j'étais crypto-situ, genre renard, etc. Donc sous les pavés, la plage, enfin bref, patati patata. Et je me suis dit,
j'étais fan de Péplum quand j'étais petit. J'allais voir les Péplum au cinéma, Massiste contre les volcans, Hercule et la Reine de Saba. Enfin, tout ça, je voulais absolument faire des Péplum. Ça me plaisait, moi, de voir les Romains et de s'entretuer. Et donc, je me suis dit, je vais aller à la fac de Vincennes. C'était la seule fac de cinéma. Donc, on est en 74. Et j'avais commencé à faire des photos. Hein. Le premier sujet que j'ai fait, d'ailleurs, que j'ai publié dans Archivia de Morvan, c'est le bidonville de la Ligue des Français à Nice. Donc, c'était la vie dans un bidonville. Puisque la Côte d'Azur, elle s'est fabriquée avec des immigrés, hein, algériens, marocains et tunisiens qui venaient et qu'on faisait habiter dans les bidonvilles. Donc j'avais fait ça comme premier sujet qui a évidemment intéressé personne parce que... Je fais un aparté là, les gens disent qu'il n'y a plus de presse, il n'y a plus rien, mais dans les années 70, il y avait Match, bon, qui utilisait des photos, il y avait l'Express où il y avait des quarts de page, France Soir, etc., mais il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien. Il y avait beaucoup moins que maintenant. Maintenant, il y a Florest, et puis bon, il y a tout un tas de revues spécialisées, il y a Internet, il y a tout ça. Mais à l'époque, les seuls journaux qui payaient, entre guillemets, qui publiaient, c'était les journaux américains. C'était Time, Newsweek, Life, puis il y avait les journaux étrangers, anglais, Guardian, mais les Français, bon... La France, c'est un pays, je dirais pas monarchique, hein, on n'aime pas donner de l'information vraie. Donc on reste toujours... la presse était aux mains des partis politiques en France. Aujourd'hui, elle est aux mains des commerciaux, mais la différence, elle est pas évidente, hein, puisque les commerciaux ont besoin des politiques pour valider leur projet. Et à l'époque, c'était, vous étiez ou de gauche ou de droite, alors avec évidemment l'histoire de Mitterrand qui a remis en cause avec l'arrivée d'une presse qu'on disait libre. Moi, j'ai bossé pour Actuel, toutes ces choses-là. Mais disons, dans les années 70, on pouvait rien faire. Donc, un reportage sur les bidonvilles, ça n'existait pas, ça ne pouvait pas exister. Aujourd'hui, je fais un truc là sur le Crac à Paris, ça ne peut pas exister, parce que Crac, c'est la plus belle ville du monde, c'est la capitale des Jeux Olympiques, c'est une ville de bobos avec des vélos et des choses comme ça, donc on peut pas montrer qu'il y a des gens qui prennent du crack, qu'il y a des gens drogués, etc. Donc c'est un peu... La censure, elle évolue, il y a des sujets qu'on peut pas montrer. Pourquoi j'ai fait l'école de cinéma? Pour ça. Et je me suis dit, mais c'était pas possible. À Vincennes, il y avait une caméra éclair coûtant 16 mm qui était aux mains des Mao pro-chinois. Et moi, j'ai dû faire la photo, puisque comme j'étais crypto-situ, j'ai fait une alliance avec le labo photo qui était aux mains d'un pro-chinois albanais, qui se battait contre les Mao pro-chinois, donc le Mao pro-albanais. Donc, pendant qu'il allait militer, il collait des affiches. Moi, je développais et c'est comme ça. Et il m'a présenté à l'IB. Et j'ai commencé à travailler, à faire des piges à l'IB sur les manifs. Donc, on est en 74, 75. Et en même temps, je me suis attaqué à un sujet. J'ai vendu des... alors, bon, je bossais, hein, parce que j'avais pas... Donc, j'étais à la fois... J'ai travaillé chez Gilbert Jeune, vendre des livres. J'ai fait des Polaroids à la terrasse des cafés. Et puis, j'ai vendu des... sur la place du Tertre, j'avais un petit carré, je vendais des bagues. Des trucs comme ça. Bon, j'ai fait 10 petits métiers pour payer le loyer, le reste. Et un type est venu me voir, on doit être en juin 75. Il avait une drôle de tête. Il avait un blouson, pas en cuir, mais en plastique, avec des badges, des Cochrane, tout ça. Et il regardait mes bagues tête de mort. Ouais, celle-là, etc. Et je lui dis, mais vous êtes qui, vous faites quoi? Il fait, moi, je suis un rocker. Ah bon? Je connaissais pas. Parce que j'étais venu de Nice, d'abord, il n'y avait pas de rocker. Donc les rockers, pour moi, c'était nouveau. Et donc, je dis, c'est pas mal ça. Puis c'était très photogénique. Hein. Il avait des cheveux à la Eddie Cochrane, à la James Dean, etc. Je dis, j'aimerais bien vous photographier. Et là, il me dit, écoute, je repère la semaine prochaine. Donc il revient la semaine prochaine. Il me dit, d'accord. Et donc, il me propose d'aller chez lui. Il était apprenti boucher. Il habitait dans une sous-pente à Paris, un truc. Et je commence à faire les photos. Et je dis, ouais, t'as des copains, etc. Et il me dit, ouais. Et il me donne rendez-vous au Puce de Montreuil. Et là, je vois une demi-douzaine de mecs qui étaient un peu comme lui, quoi. Genre Teddy Boy, etc. Et j'ai commencé à travailler avec eux. Et donc j'ai commencé, 75, à faire des photos avec eux, et ça a duré 2 ans, et c'est ça qui m'a, entre guillemets, lancé ma carrière, puisque j'ai sorti un bouquin qui s'appelait Le cuir et le baston, avec un journaliste qui a été après rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique. Le livre a été le premier reportage, on peut dire, social sur la marge, Le cuir et le baston, et ça a fait l'Express, Le Monde. J'ai fait 6 pages dans Match, et Match m'a dit, on aime bien ce que tu fais, tu devrais bien travailler avec nous. J'ai commencé comme ça à travailler professionnellement pour la presse. Ce qui
qui me fascinaient, c'était Larry Burroughs, c'était aussi la Corée, Douglas David Duncan, Eugene Smith, tout ça. Et donc moi, ma culture photographique, elle venait de la photographie engagée américaine. Smith, Duncan, bon, Larry Burroughs, c'était autre chose, puisque c'était, bon, mais j'ai vécu tout ça, Danny Lyon, après, avec qui je suis devenu ami, et donc, pour moi, mes héros, c'était les photographes américains. Il n'y avait pas de photos en France, enfin, c'était, la photo en France, disons, de reportage, c'était les agences de presse, et c'était des photos de presse, c'est-à-dire que les photographes ne racontaient pas de sujet. Ce qui se passe aujourd'hui, on est devenu avec des photographes de presse illustrateurs. Et pour faire un sujet aujourd'hui, il n'y a plus les médias. Et les Américains, eux, ils avaient cette chance d'avoir des médias comme Live, comme même les journaux locaux, le Boston Globe ou les trucs comme ça, faisaient des sujets 4-5 pages photos. Il n'y avait pas la télé, maintenant c'est remplacé par C'est à vous, enfin je sais pas, les émissions de télé. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Et en France, on ne faisait pas, ça n'existait pas. Le sujet photo, c'est arrivé dans les années 80, avec l'offset, avec toutes ces choses-là. Et moi, j'étais fan, je voulais faire des sujets photos à l'américaine. C'est pour ça que j'ai commencé à faire les blousons noirs. Et c'était faire un sujet sur le long terme, comme faisaient les Américains. Puis bon, je m'étais inspiré de Danny Lyon avec les Bike Riders, et donc je voulais faire quelque chose comme ça. C'est devenu, après, à la fin des années 70, c'est devenu un genre. Et puis il y a eu l'arrivée du Figaro Magazine, avec Robert Hersan, qui était un patron de presse, qui a mis la couleur dans les magazines, parce qu'il avait des imprimeries aussi, donc il a apporté l'offset, et là il y a eu une explosion de demandes de magazines, de journaux en couleur, avec des magazines dans le monde entier, etc. etc. Et donc j'ai surfé sur cette vague-là après. La violence, le sexe, le monde du travail. Ça fait 50 ans que je fais ça, donc j'arrête jamais de travailler. La semaine dernière, j'étais au Liban, là je m'apprête à aller... bon. Et donc, en 50 ans de bons et loyaux services, j'en ai vu des hommes politiques. J'ai été quand même le conseiller capillaire de Kadhafi. Je me suis retrouvé à Vienne avec Kadhafi et je lui ai conseillé une bonne marque de shampoing parce qu'il avait les cheveux comme ça. J'ai bien connu Yasser Arafat. Et puis même les Giscard, j'avais mangé chez lui. Enfin bon, il y a tout un tas de gens comme ça que j'ai rencontrés. Donc à un moment donné, au bout de 50 ans puis des voyous, le tueur en série Guy Georges a été mon assistant. Enfin bon, j'ai une longue ligue de personnalités avec des personnalités bien différentes. Aujourd'hui, après 50 ans de bons et loyaux services, tout m'étonne encore parce que j'ai tendance à retrouver les mêmes personnages sur le temps. Et puis, disons que maintenant, je peux lire dans le cerveau des gens à droite. Parce que j'ai une typologie, par exemple, sur les photographes, on retrouve toujours les mêmes types. Le photographe christique qui va sauver l'humanité, le cynique qui fait ça pour l'argent, celui qui fait pour draguer des gonzesses. Enfin, il y a toujours, quand on retrouve sur le terrain, il y a toujours les mêmes. Et comme les gens, par exemple, celui qui veut le pouvoir. Une fois, j'avais pote avec un agent du KGB, et il me dit, tu sais, pour nous, c'est pas compliqué. Pour recruter, il y a 2 types d'hommes. Il y a ceux qui veulent le pouvoir et les hédonistes, ceux qui veulent l'argent, la baise, et ceux qui veulent le pouvoir sur les autres. Donc à chaque fois, il faut trouver qu'est-ce qu'il veut et on leur donne ça. Et si tu veux, c'est vrai qu'il y a des catégories d'hommes à la fin, faut pas généraliser, mais tu retrouves un peu tous les mêmes ferments, parce que honnêtement, moi j'ai commencé en crypto-situ, maintenant il y a le wokisme, il y a l'écologie, je retrouve les mêmes. Ceux qui étaient Mao pro-albanais, ils vont faire de l'écologie aujourd'hui, et puis dans 50 ans, ils feront, je sais pas, l'anti-GPT. Si tu veux, tu as des gens qui ont la rage d'entrée, ou qui sont cool d'entrée. Quand ils sont petits, tu les vois, les mômes, parce que j'ai 6 petits-enfants, t'en as qui sont excités, qui vont tout péter, il y en a qui rigolent tout le temps, tu sais déjà qu'est-ce qu'ils vont devenir, tu vois. Alors, est-ce que c'est les jeunes, est-ce que c'est les parents contre fumé ou contre picoler, mais c'est ça la comédie humaine. Et c'est passionnant, parce que ce qui est intéressant, c'est de trouver des papillons un peu différents. Et parfois, on trouve des gens qui sont un peu différents, c'est des génies. Comment dire, la définition, c'est le talent, c'est le travail, et le génie, c'est l'obsession. Donc on trouve des obsessionnels, c'est eux qui sont intéressants. Alors Napoléon, c'est un obsessionnel, c'est un génie. Ça peut être aussi un mec, Einstein,
qui voulait absolument décortiquer l'univers. Donc ça, c'est des obsessionnels. Et ça, c'est intéressant. Et la rencontre d'obsessionnels est rare, mais ça reste toujours fascinant. Donc pour le peu de temps qu'il me reste à vivre, parce que maintenant, on va quand même avoir un âge canonique, je deviens un ancêtre, eh ben, j'ai encore envie de rencontrer ça. Et on trouve des saints. Moi, j'ai retrouvé des saints, je dis pas des saints féminins, je parle des saints S-A-I-N-T-S, et au fin fond de l'Ouganda, une fois, mais vraiment au fin fond de l'Ouganda, dans un truc à Goulou, il y avait une église. J'étais avec une équipe de TF1 à l'époque, parce que bon, tu te balades pas tout seul avec un boîtier autour du cou, tu es dans une bagnole, et puis bon, il faut l'argent pour la bagnole. Et je suis retrouvé dans une église, et il y a un mec un peu gros comme ça, c'était une léproserie, un prêtre italien qui est sorti en disant « Foutez-moi le camp, je veux pas vous voir ». Le type était là depuis 20 ou 30 ans, je soignais les lépreux tout seul, au fin fond de l'Ouganda, t'imagines, en pleine guerre civile. Donc il y a des gens assez étonnants sur Terre aussi. Donc t'as ça, c'est un mélange, l'humanité à la fois qui est sordide, qui est terrible, et puis qui est beau, quoi. C'est ce que je dis souvent, on me dit pourquoi tu fais ça et continue. Et je dis parce que c'est quand même la mémoire, c'est-à-dire que aujourd'hui quand tu vois ces images qui ont maintenant plus de 40 ans, bon je sors des bouquins, je continue, toi elle t'a intéressé, etc. On continue à parler de ces gens-là, les gens qui ont sacrifié leur vie, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même un engagement qui est possible pour une cause. Le photojournalisme c'est aussi une cause. On est là pour raconter l'histoire, on est là pour témoigner. La photographie c'est aussi un élément de preuve. Donc, à l'époque, j'étais avec Serge Chalandon, qui écrit des papiers, mais Libé était en grève. Donc, les papiers sont sortis en juillet. Mais enfin, Serge, il a écrit 3 bouquins sur l'Irlande. Donc, il y a des gens comme ça qui restent, qui parlent des luttes ou pas des luttes, des gens, que ce soit ça ou, bon, la guerre en Ukraine maintenant, ou enfin, tous les conflits. J'en ai couvert à peu près 15, disons, et les conflits dont personne ne parle. J'ai sorti un bouquin sur l'Ouganda. On en a sorti 1000 exemplaires. C'est un gros bouquin. On en a vendu une 50aine. Parce que l'Ouganda, c'est quoi? Mais bon, là, les gens se sont entretués pendant des années. C'était une guerre civile. Alors tu me diras, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est plus important de rester chez toi, de regarder Netflix, en mangeant une pizza et en buvant des bières, et qu'on s'en fout de ce qui peut arriver au reste de la planète? Mais ce qui se passe ailleurs vient chez nous. Les gens, ils pensent pas à comment ça se passe. Tu vois, par exemple, l'Ukraine. Moi, ça fait des années que je vais en Ukraine. C'était évident que ça va venir. Parce que c'est la loi du genre, parce que l'humanité a toujours bâti sur la guerre, sur la possession des lieux, des choses comme ça. Les gens qui pensent qu'il n'y aura pas de guerre sont des fous. Il n'y a aucun exemple. Bon, peut-être le seul moment de l'histoire où il n'y a pas eu de guerre en Europe, c'était après la guerre de 100 ans. Peut-être pendant 100, 150 ans, jusqu'à la guerre des protestants et des catholiques en France, il n'y a pas eu de guerre. C'est le seul moment de l'histoire de l'Europe. Mais sinon, ce n'est qu'une succession de guerres, parce que l'être humain, il est avide de pouvoir, de richesse, et qu'il veut toujours prendre ce que l'autre n'a pas. Voilà, donc c'est important aujourd'hui, on a cette chance. On a eu cette chance, parce que moi j'ai eu la chance de travailler dans les années 80, où c'était beaucoup plus facile de travailler. Aujourd'hui, tout le monde a appris à empêcher l'information de passer. C'est pour passer, là quand j'étais en Ukraine cet été, pour aller au front à Bakhmout, j'étais obligé de me déguiser en volontaire et d'amener de la vodka sur le front. En faisant semblant d'être ukrainien, parce que les journalistes, soit ils sont autorisés, mais on leur montre ce qu'on a envie de leur montrer, soit ils peuvent pas. Moi, mon plaisir, c'est de fabriquer des images. C'est vraiment mon plaisir. C'est vraiment ça. Donc, et puis, c'est mon carburant. Je peux pas m'empêcher, quoi. Je veux dire, c'est un truc qui est, mon addiction, elle est là. J'ai des tas de sujets que j'ai pas montrés. J'ai des tas de trucs que je montre pas. C'est pas le bon moment, etc. Mais quand je les ai faits, je suis collectionneur. Je collectionne les maquettes en plastique. Bon, j'ai arrêté parce que, etc. J'ai collectionné les motos. À un moment donné, j'avais 7 motos différentes. 5 Ducati, une Honda et une Harley. Et puis là, je me suis rendu compte que j'avais qu'un cul. donc j'ai tout revendu. Bon, c'est une névrose, la collection, je le sais, mais bon, c'est ma névrose. Alors, ma névrose, là, elle est dirigée dans quelque chose qui est positif, puisque c'est faire des images documentaires que tout le monde regarde. Et mon plaisir, c'est de publier. Tu vois, cette semaine, là, dimanche, j'ai publié dans Libé la photo d'Inter.
à l'Assemblée nationale, si tu veux. Et là, je dis, j'ai une photo dans Marianne d'un soldat russe pour ouvrir un document sur la guerre va venir, si tu veux. Donc ça, c'est mon kiff, ça, d'avoir des gens de... Mais même, je l'ai pas acheté le Libé. Je sais que les gens vont voir l'image, etc. Et je sais que j'ai communiqué, même s'il n'y a pas mon nom. Hein. Des fois, je donne des photos, il n'y a pas mon nom, ça m'étonne. Bon, là, on a repris beaucoup la photo de Badinter dans tout un tas de choses. Je vais pas aller dire, attendez, c'est ma photo, vous me devez des droits, etc. Non, je suis content. Si tu veux, ça me fait plaisir de savoir que j'ai fait quelque chose que les gens regardent et j'ai participé à la vie en commun. Lady Di, oui, c'est ma princesse, hein, parce qu'elle a sauvé ma carrière. Et pourquoi j'étais chez SIPA, on est en 81, et bon, je faisais des reportages qui n'aimaient pas du tout, sur les punks, par exemple. Il y a une photo aussi qui passe partout d'un punk qui fait un doigt d'honneur, je sais pas si tu l'as vu. Donc ce genre de sujet, je traînais avec les punks, après j'étais en Irlande du Nord, et puis à un moment donné, SIPA me dit, écoute, t'es gentil, mais nous, tu sais, nous c'est Brigitte Bardot, Alain Delon, t'es gentil avec tes punks, et tes connards de catholiques, et puis mais voilà, il faut que tu commences à être sérieux. Et j'avais pas du tout l'intention d'être sérieux. Alors je vois un pote à moi qui s'appelait Patrick Damien, qui était photographe d'une agence à l'époque qui s'appelait Vision, je crois. Et il me dit, bon, on était les jeunes photographes, hein, c'était 25, 26 ans, hein, comme maintenant, hein, en groupe, gagne pas de sous, on publie, on n'arrête pas, mais bon, il y a cette espèce de volonté, d'engouement, puis d'énergie, hein, de la jeunesse. Et il me dit, écoute, il y a Lady Di, là, il y a au mois de juillet, on est au mois de juin, hein. Il me dit, il va y avoir on va faire des photos, on les vendra. Bon, moi je dis à SIPA, il dit, monsieur SIPA, je vais partir. Il me dit, Morvan, si tu veux, je te donne pas d'argent, tu es trop mauvais, etc. Moi, je dis, écoutez, j'y vais. Patrick Damien, il avait une Simca 1500 break à l'époque, et donc on pouvait dormir derrière dans le coffre. Et donc on part en Angleterre comme ça. Bon, il n'y avait pas tous les problèmes de maintenant, on prend le bateau, et puis bon, les Anglais faisaient pas chier à Londres, hein, avec des permis de circuler. Et on se retrouve dans le centre de Londres, à dormir dans la voiture. Bon, on faisait une nuit à l'hôtel, 2 nuits dans la voiture, enfin comme ça on pouvait se doucher, etc. Et puis je fais mes sujets sur les punks, sur les prostituées, enfin comme d'habitude. Moi. À l'époque j'avais un surnom, j'étais le prince noir. Parce que j'étais très très mince, habillé toujours tout en noir, etc., etc., avec mes boîtiers Leica, donc j'étais stylé, quoi. Alors que les autres, ils avaient 4-5 boîtiers avec des trucs de pêcheurs, etc. Donc, et je jouais pas pourquoi je me déguiserais en sapin de Noël, hein, pour aller faire des photos. Et donc, arrive le jour du couronnement. Enfin, pas du couronnement, du mariage. Et là, l'agence SIPA envoie ses poids lourds. Ils arrivent dans je me rappelle, c'était des CX, DS Palace, tout ça, donc coûte une fortune. Super hôtel 3-4 étoiles, ils étaient 4, gros poids lourds. Et eux, évidemment, ils prennent les meilleures places, puisque le parcours était organisé, donc tu avais des tréteaux avec, à côté de Westminster, etc. Et moi, évidemment, ils me disent, bon, toi, où est-ce qu'on va te mettre, toi ? Bon, ils me mettent sur le parcours, un tréteau pourri, où vraiment le truc va passer à 50 à l'heure, quoi. Je dis, oh, bon, ouais, pourquoi pas, hein, là-dessus, je pouvais pas me battre contre eux. Donc le jour arrive, et puis je calcule, j'avais un 400 mm. Alors, j'ai pas d'argent, mais je suis toujours bien équipé. Dès que j'avais un sou, j'achetais une optique, etc., etc. Et là, c'était un Nikon, un F3, avec moteur, avec un 400 mm. Et là, je lui dis, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire ? Une photo générale ? On était une vingtaine, hein, sur le truc. Je lui dis, bon, ça servira à rien. Je lui dis, attends, je fais l'impasse, je fais au 400. Je vais essayer d'avoir sa gueule dans le carrosse. Et puis le carrosse arrive. C'était un super 400 mm Nikon, avec mise au point interne, donc c'était vraiment smooth, quoi. Et le carrosse arrive, et je commence à shooter comme ça, à mitrailler, et à un moment donné, je l'ai, nette, elle me regarde, elle me fait un signe, comme ça. Terminé, elle s'en va. Ça a duré, pas un 50e de seconde, quoi. Et j'ai 2 photos, où elle est nette, elle me regarde, elle fait ça, truc comme ça. Bon, ok, j'ai ça, je donne les films, les autres rentrent à Paris avec leur CX Palace, etc. Je rentre à Paris on avait fini avec Damien et la Simca 1500. Et le lendemain, je retourne à l'agence. Et là, le vendeur, qui s'appelait Chiche Portiche, il me dit, bravo, t'as la photo. Et ma photo, elle a remboursé tous les frais des 4 connards qui étaient venus en DS avec le truc, etc. Puisqu'on était en pool. Ça s'appelait un pool, on partageait. Mais le Turc, SIPA, m'a dit, Morvan, tu peux rester à l'agence, c'est très bien. Et la photo, elle a fait le tour du monde. Ma princesse était là le jour où il fallait.
pourquoi je pars au Liban. On est en 1982, on est en juin 82. Grâce à Lady Di, je reste à l'agence. Et je fais beaucoup de sujets, des sujets politiques françaises. J'ai fait un bouquin qui s'appelle 81, et je fais de la politique française. Donc ça a fait un bouquin qui est sorti il y a 3-4 ans, en 2021. Et je suis le 4 juin, il y a le château de Versailles, il y a tous je sais pas, les présidents du monde entier qui se réunissent au château de Versailles. Donc il y a un sommet international avec, à l'époque c'est Reagan, Thatcher, Mitterrand, etc., Kohl, etc., etc. Donc on m'envoie là-bas pour faire des photos du sommet. On est le 4 juin. Je me rappellerai toute ma vie. Je crois que c'est le lendemain. J'étais avec un téléobjectif monstrueux. Hein. C'était à l'époque, il y avait pas. C'était un truc qui faisait 80 cm, qui faisait 15 kilos. Hein. Un Tchèque, de fabrication tchèque. Et arrive Alain Mingan, qui était photographe de Gamma à l'époque. Il arrive. C'était l'après-midi, 5. Il arrive en disant les Israéliens sont rentrés au Liban. Bon, moi je dis ah bon. Bon, ok, pas de problème, je suis là, je continue à faire mes photos, etc. J'entre à l'agence, il ne se passe rien. 2 jours après, il y a Sipa qui vient me voir, c'est pas Youglo, il me dit Morvan, Reza revient, il a fumé des gaz, etc. Il faut qu'il revienne, il est blessé. Est-ce que tu veux partir au Liban? C'est très dangereux, mais est-ce que tu veux y aller? Et alors là, je dis ouais, banco. Et ça a commencé comme ça. Et donc j'ai remplacé Reza au pied levé du côté israélien. Donc je suis parti à Tel Aviv. Là, il y avait un correspondant israélien qui m'a emmené à la frontière à Rosh Hanikra. Et j'ai passé 3 semaines avec l'armée israélienne. Et là, quand je rentre à Paris, donc on est vers le 25 juin à peu près, 82, Sipa me dit « Écoute, Malvin, ils ont bien aimé tes photos, les Américains, est-ce que tu voudrais partir à Beyrouth Ouest pour le Newsweek ?» Là, je dis « Banco ». Donc je prends un avion jusqu'à Chypre, Larnaca. Larnaca, je prends un bateau jusqu'à Jounieh. De Jounieh, j'arrive à Beyrouth Ouest. Il y a les passages palestiniens, parce que Jounieh, c'était chrétien, donc il y a des checkpoints et tout, etc. J'étais avec Jane Richards, en même temps, le photographe très connu, célèbre américain, on est tous les deux. Et puis on passe dans une voiture à Beyrouth Ouest. Et là, je suis resté 2 mois et demi. Et donc, j'ai publié avec Newsweek. Et donc, en 3 mois, disons, j'ai fait ma carrière internationale. Et Newsweek a dit, ouais, il est bon, on va continuer à travailler avec lui. Donc, je suis rentré à Paris. J'ai continué à faire des sujets. Il y avait une ville que j'adorais, c'était Berlin. Je sortirai en bouquin d'ailleurs. J'ai fait tout le mur de Berlin, j'ai vécu à Berlin, etc. Donc, d'octobre à janvier, j'ai habité à Berlin. Je suis rentré à Paris. Et en 83, Sipa me dit, écoute, les Américains, ils voudraient un correspondant au Liban. Est-ce que ça t'intéresse? J'étais tout seul à l'époque, j'avais rompu avec ma compagne du moment. Et je lui dis, ouais, j'y vais. En 82, j'ai fait une vertu aussi, mais en 83, c'était limite. Et là, je me suis dit, tu sais, c'est une peau de chagrin. Hein, à un moment, tu te sens quand tu vas trop loin. Et puis, c'est pas du tout les mêmes méthodes de travail qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux pas accéder au front. À l'époque, tu prenais un t-shirt blanc avec ta bite et ton couteau, et puis tu passais avec ta bagnole, et puis tu voyais ce qui se passait, quoi. Ça pouvait bien ou mal. Mais bon, t'étais pas une cible ou t'étais pas arrêté. Aujourd'hui, t'es arrêté immédiatement. C'est même pas la peine, tu vois, tu ne peux pas. Bon. Il y a des checkpoints partout, à 10 km du front, ou 5 km, ils t'empêchent. À l'époque, tu pouvais aller où tu voulais. C'était balls, tu vois, big balls or not. Et donc, j'avais été un peu trop loin, ça faisait 9 mois que j'étais là. Tu sais, c'est un peu comme les accidents de voiture. Tu sais, tu fais toujours le même trajet. À la fin, t'as plus peur, et puis t'as le camion qui te renverse. Bon. Et donc, j'avais été un peu trop loin, je me suis dit, il faut que tu rentres, c'est pas possible. Là, en gros, je me suis fait arrêter par c'était des Syriens, enfin bon, des pro-Syriens, et la voiture qu'ils ont arrêtée, ils ont tué les gens à coups de baïonnette, et après ils sont retournés vers moi, et mon chauffeur qui était chiite leur a dit non, il faut pas, etc. Il est avec moi, et le chef qui connaissait, parce que c'est tous cousins, il a dit partez, on est parti, et puis on est rentré en se faisant bombarder, enfin bref, tu vois, la totale, quoi. Et donc là, je me suis dit, bon, là c'est limite, quoi, t'es passé juste, arrête, tu vois. Tu sais, t'as un truc qui dit, t'arrêtes là. Parce que tu peux pas aller plus loin que le truc. En plus, j'ai fait une photo, mais
qui est publié dans le livre, mais qui veut rien dire. T'as un cadavre à côté avec un mec comme ça, parce que t'es comme ça, t'as le boîtier, tu vois, bon, tu peux pas. Et donc, je suis rentré à Paris. Et là, je me suis fait engueuler, je me rappelle. C'est une nana de l'agence qui est venue me chercher. J'étais assez traumatisé, d'ailleurs, et je me suis fait engueuler. Pourquoi tu es rentré? Il y a de l'argent, beaucoup d'argent. Parce qu'eux, ils touchaient, sur $100, ils touchaient $70, tu vois. Donc c'est comme ça, hein. Les gens disent tu gagnes des fortunes, mais bon, tu es distribué à l'agence américaine, à l'agence française, etc., etc. Je dis non, plus tard, là je peux pas. Et puis je me suis arrêté 3 mois, j'ai été à Berlin, etc. Je suis retourné en 84 en avril, et 84, je suis resté 4 mois. Et là j'ai reçu, il se passait plus rien, j'ai reçu un mail de Newsweek en disant t'es viré, you're fired. Parce que les Américains ils te payent beaucoup, mais tu dégages quoi. Bon, à l'époque, j'ai eu des enfants, tu vois, entre 84 et 85, j'avais un enfant. Et dans ma tête, j'ai commencé à réfléchir parce que j'étais devenu vraiment bon, j'étais très connu, hein, je veux dire, j'avais des publications partout, etc. Mais j'étais devenu un photographe de presse. Tu vois, et ça, c'était pas ce que je voulais faire. J'ai fait de la presse pour gagner ma vie. Moi, je voulais faire des histoires, comme au départ, comme les blousons noirs. Et là, je me suis dit, mais attends, là, c'est bien, tu fais des photos de presse, t'en as plein, la Lady Di. Bon, le seul truc qui était bien, c'est l'Irlande du Nord, parce que j'ai accompagné pendant 15 jours, si tu veux. Mais le reste, c'est, bon, à l'époque, je faisais des photos politiques. Mais 80, je l'ai sorti il y a 5 ans. Hein. Donc, c'était... il faut que tu te remettes à faire des sujets parce que je suis pas un photographe de presse, moi. J'ai besoin d'argent comme maintenant je fais la presse, si tu veux. Mais bon. Et donc je me suis dit, je connais bien le Liban, hein, donc je vais faire quelque chose. Et je lisais beaucoup de livres photos à l'époque. Bon, il y en avait beaucoup moins que maintenant, mais les livres photos, c'était des livres photos. Et donc il y en avait très peu, mais c'était vraiment important. Il y avait un photographe que j'adorais, c'était August Sander. August Sander, donc les portraits des nazis dans les années 30. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc à la chambre comme ça, en montrant les Libanais, les soldats. Et donc je suis parti avec une chambre 4-5 inches, que j'ai toujours, d'ailleurs, que j'ai utilisé en Ukraine, là, cette année, enfin l'année dernière, en juin, avec qui je refais le même truc à l'époque. Et je suis passé 3 mois. Alors j'ai eu des garanties de time, parce qu'il y a eu une prise d'otage, j'ai eu des trucs comme ça. J'ai fait des sujets dans Match à Shatila, pendant les guerres inter-libanaises. Bon. Et en même temps, je photographiais pendant 1 mois et demi la ligne verte. Et donc, quand je suis rentré en France, j'avais ces photos 4-5, donc j'ai passé 1 mois et demi, donc il y en avait une centaine à peu près, et j'ai commencé à voir les journaux, et là on m'a dit, mais attends, t'es gentil Yann Morvan, mais tu fais où quoi? On t'aime beaucoup, hein, t'es un bon photographe de presse, mais c'est quoi tes trucs là? Et j'ai eu la chance, par un rédac-chef de l'agence SIPA, de Claude Tiercé, ils connaissaient les gens de Géo Hambourg. Ils ont adoré, ils m'ont fait 16 pages. Et après, Géo France l'a fait, tout le monde l'a fait, j'ai fait 200-300 pages de publication. Donc ce qui était un fake, au départ, tout le monde, ça me faisait rire. Quand j'étais avec ma chambre au Liban, avec ma chambre, la chambre 4-5, hein, pas, au Liban, je me rappelle, il y avait on avait mangé entre photographes, il y en a qui s'étaient moqués de moi en me disant là t'es déjà un ancêtre Morvan, t'es déjà passé, attends on est en 85, hein. Je veux dire là on est en 2024, ah t'es déjà fini Morvan, t'es passé à la chambre, etc., etc. Le type il a disparu, hein. Il a arrêté le métier, hein. Il est pas mort mais bon très vite après, et donc de ce qui était une faute c'est devenu un truc, et après les gens commençaient à faire de la chambre, à changer, etc., etc. Ah oui, l'affaire Guy Georges. L'affaire Guy Georges, c'est commande de match. Hein. Bon, on est en 94, donc 94-95. Donc Chirac vient d'être élu sur la fracture sociale. Toujours l'insécurité, enfin bref, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Et et moi j'avais travaillé sur les gangs, parce que quand je faisais pas de la guerre et tout, quand je suis rentré du Liban en 85, je me suis remis sur les gangs.
Et là, j'ai fait tout un tas de sujets qui ont été publiés des dizaines de fois sur le hip-hop, tout ça, qui reste des classiques des années 80, avec l'arrivée du hip-hop, là, bon, tout ça. Et donc, Match, qui avait l'habitude, ils avaient publié déjà mes sujets sur le hip-hop, me disent, bah écoute, on va te présenter quelqu'un qui connaît bien les squats. Et cette personne qui travaillait avec Match, était un espèce d'indicateur, on va dire un fixeur parisien dans les gangs, et ben il m'a traîné un peu partout. Mais bon, ce type, il travaillait aussi pour les flics. Il était indicateur de police en même temps qu'indicateur journaliste. Et il avait des associés, des adjoints. Et un des adjoints, je veux dire, c'était Guy Georges. Guy Georges qui était un indique de la police aussi, qui lui, dans la mission, s'était introduit au droit au logement, au DAL. Et donc, il y avait tout un tas d'indicateurs, etc., qui vivaient, comme ils étaient... Alors, Guy Georges, apparemment, j'étais au courant, il avait déjà plus ou moins violé, mais il le laissait dehors parce qu'il leur apportait des lieux de shit, au DAL, il racontait ce qui allait se passer, etc., etc. Bon, tous ces types-là étaient tenus, parce qu'ils avaient déjà des casiers. Donc, les flics... Moi, j'étais au Quai des Orfèvres, rencontrer le flic traitant des mecs. Bon, non, mais c'était... là, c'est l'État français dans ce qu'il a de plus horrible, ce qu'on peut pas imaginer. Je veux dire... de saloperie et de manière jésuite, à la fin justifie les moyens. Bon, peut-être pas, je sais pas. Après, c'est un autre problème. Là, vraiment d'éthique. L'indique journalistique, il m'a dit, écoute, on va faire un sujet sur les armes en banlieue. Et je dis, oui, pourquoi pas. Il me dit, oui, mais il y a un problème, c'est que on va les louer. Je dis, attends, là, qu'est-ce que c'est ton histoire? Il me dit, non, on va faire le sujet, on va louer des armes, j'ai des potes à moi, on va les faire, tu vas le faire poser, et puis on va les vendre dans tous les journaux. Je lui dis, non, mais attends, là, il y a un problème, parce que on peut pas faire ça. Et là, il me chope dans un coin, il me pète la gueule. L'indique journalistique, là, me dit, bon, maintenant, tu travailles plus avec Salomon, tu travailles avec Joe. C'était le surnom de Guy Georges. Et c'est comme ça que je l'ai eu comme assistant. Là, on est rue Saint-Sauveur. Il habitait cette piole. Dans cette photo, il voulait pas de photo. Mais bon, comme il était mon assistant, on travaillait on allait bouffer ensemble, etc., etc. Il était pas méchant, il était défoncé toute la journée au shit. C'était Monsieur Shitman. Et il était cool, c'était un mec super cool. Et je lui dis, écoute, j'aimerais bien faire une photo dans ta chambre, etc. Il me dit, oh, non, je veux pas, et tout. Je lui dis, bah, écoute, tu mets un foulard. Il me dit, ok. Et puis bon, là, il doit être Red Def. Puis il se prenait pour Jimi Hendrix. Tout le monde l'appelait Joe. Il avait une guitare, et bon, il aimait Jimi Hendrix, etc. Bon, et là, il était en forme, donc j'ai fait ces photos. Mais j'ai très peu de photos de lui, j'en ai quelques-unes, mais pris par inadvertance. Il était étrange, ce type, donc il m'avait intéressé. Un peu cette espèce d'intuition et peut-être de sixième sens. Mais bon, personne n'était au courant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les fakes, je les ai mis de côté. Je suis parti, je me suis enfui avec ma famille, parce que dans le deal, il y avait un, on te casse la gueule, et deux, si tu parles aux flics ou n'importe quoi, on vitriole ta femme et on viole tes enfants. J'en ai 4 d'enfants. Donc, et j'étais allé une fois aux flics, et les flics m'ont dit, on peut pas prendre votre truc, parce que comme il travaillait, l'autre il travaillait pour les flics, j'étais pris dans une nasse, quoi. Donc je suis parti, je suis rentré à Paris au mois de septembre, j'étais à poil, quoi, plus d'argent, plus rien. Et là, je m'en suis sorti, je peux pas raconter comment, mais je m'en suis sorti. J'ai eu un coup de chance formidable. Et donc le fixeur Match, il est parti en prison pour 6 mois, parce que j'avais les bandes. Pour moi, j'étais défoncé de partout, j'avais les bandes, tout ça. Il a été confronté avec les flics, ils l'ont mis en tôle, et puis son parapluie, comme il disait, a pas pu le protéger. Parce qu'il avait déjà fait pas mal de conneries, tué des gens et tout. Enfin bon, c'était quand même un assassin, ce mec. Aujourd'hui, il a une société, etc. Parce que il a pas mal de dossiers sur les gens avec qui il a travaillé au gouvernement. Donc il les tient comme ça. Bon, je raconte, c'est l'anecdote, mais c'est la vérité. Je me retrouve au Kosovo en 99, puis il y a une carriole qui sort avec un pauvre mec à moitié crevé et sa bonne femme qui la pousse. Il y a 150 caméras et journalistes qui se ruent dessus. Donc ça, c'est pas mon métier, ça. Puis je me suis dit, à quoi je sers? Ils sont tous là, ils vont la voir. Les photos, ils vont raconter l'histoire. Donc c'est pas mon boulot, ça. C'est mon boulot si on est 2 ou 3, mais pas si on est 150. Donc j'ai autre chose à faire.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai donné des cours à un moment donné. Bon, j'ai fait de la formation, j'ai fait des choses. J'ai fait plein de trucs. Hein. À un moment, j'étais directeur artistique au Club Med. Hein. J'ai monté les forums du club. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait des petits sujets en 2002, 2003. Et puis, m'est venue une illumination un jour. Je me dis, et j'ai acheté une chambre 20-25 aux États-Unis. Je lis beaucoup aux États-Unis. Je fais beaucoup de sujets aux États-Unis. Pour moi, c'est un laboratoire de l'espèce humaine alternative, les États-Unis. Comment ils vont arriver à transformer les gens dans la tête et physiquement. Tu vois, ça, j'ai plein de sujets qui racontent ça. C'est l'humanité 2.0 là-bas. Et donc, j'achète une chambre à 25 et puis je réfléchis et je me dis... moi, j'ai toujours le même système que la chambre, la ligne verte, là. Et je me dis, je vais faire l'histoire de la guerre avec la chambre à 25, tous les champs de bataille, de l'Antiquité à nos jours. Un truc de fou, quoi. Et j'ai commencé avec pas beaucoup de sous à faire la France. Après, j'ai fait l'Europe. J'ai eu une bourse pour aller dans le Pacifique. Et là, j'ai rencontré, par l'intermédiaire de Jean-Jacques Naudet, qui était le patron de photo à l'époque, qui est aujourd'hui l'œil de la photographie, avec qui j'étais très ami depuis les années 70. C'est lui qui m'avait publié mon premier sujet dans Photo en 77. Et il me présente Vera Hoffman, qui est la famille Hoffman, donc famille suisse, et qui est propriétaire d'une dizaine d'éditions. Et je lui montre le sujet, je dis voilà, moi je vais raconter l'histoire de la guerre sur l'humanité et pendant 30 siècles. Et elle me dit banco, je finance. Et pendant 7-8 ans, j'ai fait 35 pays. Alors bon, elle me donnait pas de sous, mais elle me payait tous les voyages et tout. Ça lui a coûté une fortune. Et donc, on a sorti un bouquin. Là, il y en a un, la version 12 kilos. Là. Dans la version 5 kilos pour les enfants, la version 12 kilos pour les adultes. Et donc, on a sorti ça. Il y a 3 semaines, je suis au Liban Sud avec le Hezbollah. Ils m'emmènent dans une maison. Alors, je suis entouré par 3 mecs du Hezbollah armés. Appareil photo, tu touches pas. Tu arrives dans une maison où il y a eu un martyr. Et là, tu rentres dans une pièce, tu vois. Tu as 3 femmes, tout en noir vêtues, un mec au milieu, des portraits, etc. Un truc de fou. Je vois ça, je dis, my God, j'ai jamais vu ça, quoi. Un truc de fou, quoi. Et là, pas de photo. Les nanas se font interviewer, racontent leur fils qui est mort et tout, mais alors vraiment, quoi, mais incroyable avec... Là, je me dis, putain, mais pourquoi j'ai raté cette photo, je pouvais pas la faire. Alors, j'ai fait la photo de sa voiture décorée du martyr. Ils m'ont laissé faire la voiture du martyr. Je la montrerai, elle était publiée dans le truc. Mais j'ai pas pu faire ce truc qui était tellement émouvant. Toutes ces vieilles femmes, la mère, la tante, la sœur, le truc qui était comme ça, tu vois, avec les portraits du fils en haut, etc. C'était... Faut pas dire ça, mais de toute beauté, quoi. C'était une image incroyable. Je l'ai pas faite, je pouvais pas. Il était là, les mecs me regardaient et je pouvais pas. Moi, je suis optimiste. Hein. Depuis toujours, je suis optimiste. Quand j'ai commencé ce métier, je crois que j'étais en terminale C à l'époque, à Nice, au lycée Masséna, et j'avais un numéro de photo, et il y avait une double page avec Henri Cartier-Bresson, le photojournalisme, c'est terminé. On est en 72, d'accord. Bon. Alors, pour lui peut-être, tu vois, mais pas pour les autres. Moi, les prédicateurs, je n'y crois pas. C'est la volonté. Si on veut que ça continue, ça continue. Je fais Archivia de Morvan. Archivia de Morvan, il suffit d'en vendre 500 par mois. C'est rien. Bon, après, comment on peut faire? Il faut le faire connaître. On n'a pas d'attaché de presse, on n'a rien, on ne se paye pas. Tout l'argent va dans la production, etc. etc. Mais en faisant de la presse, là, je fais un sujet tous les 2 mois, j'ai un Archivia de Morvan, parce que je le construis comme un Archivia de Morvan, c'est-à-dire comme un sujet. Et il y a des tas de gens qui vont faire... Parce que la presse va disparaître telle qu'elle est faite, mais bon, est-ce que c'est de la presse là? C'est des copier-coller d'articles, ou alors c'est... derrière, il y a une intelligence sacrée qui dit non, vous parlez pas de ça, vous parlez pas de ça. Moi, j'ai vécu comment ça se passait, les conseils vous avez... Je me rappelle très bien, je citerai pas les noms, tu te retrouves avec... Avant, c'était le
le politicien qui était là, maintenant c'est le commercial. Et tu as un sujet, alors, par exemple comme le crack. VSD, j'ai fait un travail pour le ministère de la Culture sur les... D'abord ça va faire une expo là, au Valmar là, à la fin. Une expo sur les comment ça s'appelle, les victimes de la route. Alors j'ai des photos atroces, je te montre, voilà, il y en a 3 là qui sont là. Et VSD veut le faire. Le commercial est là, il dit c'est hors de question, là j'ai la pub pour Hermès et Mercedes, vous passerez jamais ça. Parce que les clients là, Mercedes, laisse tomber. Le rédac chef, il s'est battu, le sujet est passé sur 6 pages. Et avec les histoires des gens et tout, je t'en montrerai une, tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Et si tu veux, aujourd'hui c'est ça. C'est-à-dire que tu as ou le politique, ou le directeur de la rédaction en général qui prend, c'est le Matignon, ou tu vois, ou Mercedes, qu'on lui dit alors qu'est-ce que vous faites cette semaine? Ah, non, c'est pas bon ça. Oh, non, pas trop là. Alors si tu veux, fuck. Et on va faire notre pro-journal, on va faire notre truc, c'est-à-dire tous ces gens-là, c'est l'ancien monde, ils vont disparaître. Ils vont disparaître, il va y avoir une presse. C'est pas encore le moment, parce que là, les jeunes, ils sont sur les tablettes et tout, mais à un moment donné, les réseaux sociaux, ils en auront marre. Ça commence déjà. Tu vois, c'est toujours les mêmes histoires, hein, ça tourne en rond, et puis t'as des vieux, ils mettent quoi, ce qu'ils ont bouffé à midi, les vacances où ils ont été. Tu vois, c'est n'importe quoi. Ou alors t'as les tarés qui gueulent tout le temps, qui sont contre tout et contre rien. Mais ça va finir. De toute façon, Internet, c'est mort. Maintenant, c'est ChatGPT. C'est le nouveau truc, c'est l'intelligence artificielle. Alors on va s'amuser, là, avec les photos bidonnées et tout. Et là, il restera un truc. C'est notre chance, à nous photojournalistes, c'est ChatGPT. Parce que je veux dire, t'auras le label sur le terrain. Et là, ça aura vraiment de la valeur. Parce que tous les autres petits cons là, qui veulent faire des photos et se glorifier en disant ah, moi je suis reporter des guerres, etc., bah, ils iront sur ChatGPT. Ils vont bricoler des trucs et ça va faire rigoler tout le monde. Et là, tu auras des nouvelles presses qui va se créer. Tu as des fils de riches qui vont se dire bah, moi je vais sauver le monde aussi, qui vont mettre de l'argent, et qui vont faire ça. C'est la loi de l'humanité. C'est toujours comme ça. Il y a un creux et ça remonte. C'est complètement. C'est une sinusoïde. Hein. C'est pas un truc plat, l'encéphalogramme de l'humanité, il est pas plat, il est en haut, en bas. Alors là, on va vers le bas, mais il va remonter. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Je veux dire, c'est pas mon domaine. Je veux dire, comme le macramé ou la poterie ou la collection de timbres. Je veux dire, je trouve ça bien que des jeunes, ils s'expriment, ils fassent des choses qu'ils ont envie de faire. Là-dessus, j'ai pas de jugement, si tu veux. Après, le vrai problème, c'est quels sont les débouchés. Tu vois, comment ces milliers de gamins qui sortent d'école, qui croient en des trucs, est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir, si tu veux? Est-ce que c'est pas leur faire Oui, bah, il y en a quoi? C'est comme les photojournalistes. Sur 100, t'en as 2 ou 3 qui vont s'en sortir. Bon, est-ce que c'est bien de les... Je sais pas. Mais moi, mais je vais pas avoir d'expo... Je regarde, je comprends. Enfin, voilà, oui, bah, voilà, c'est des trucs, ça me parle pas. Les beaux paysages, même le nu, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, je fais des photographies qui racontent l'histoire du monde, qui essayent de donner du sens. En plus, dans mes images, il y a toujours... J'essaye de faire un peu comme 1, 2, 3... premier degré, deuxième degré, troisième degré. Hier, j'avais une réunion avec les gens là, d'une boîte de prod là, pour la série qu'on va peut-être faire, et je disais, de toute façon, quand on fait un plan, j'ai réalisé 2 films pour une boîte, quand on fait un plan, il doit y avoir le premier plan, est-ce que je mets dans mes photos du premier degré, c'est-à-dire un événement qui attire tout le monde, ça peut être foutre une baffe à quelqu'un, etc. Après, il y a la deuxième interprétation, ça peut être dans les seconds rôles, et après, il y a la troisième interprétation, qui est plus général, qui est plus politique. Donc si tu veux une bonne image ou une bonne séquence, c'est où il y a les trois, c'est-à-dire que c'est le cinéma de Kubrick, quoi. Voilà. C'est qu'à la fois, t'as les scènes dans Barry Lyndon, les scènes de guerre, et puis après t'as le conflit social, t'as le conflit du couple, t'as les rapports sociaux, et puis t'as la situation économique de la société à un moment donné. Mais tu peux le voir d'un premier côté en disant « Oh, t'as vu la bagarre là quand ils ont pris la ferme, elle est vachement bien », et puis tu peux la voir différemment. Donc je pense que une œuvre qui parle, que ce soit en peinture, en cinéma, en roman, etc., c'est une œuvre qui fait appel qui peut s'adresser à tout le monde. C'est-à-dire au 2 de QI jusqu'au 200 de QI. Voilà, il y a plusieurs sens, et il y a des sens cachés. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Vision sur les plateformes de podcast, de Spotify en passant par Deezer, Apple Podcast, et nos actualités sur notre site vision.photo, sur notre Instagram @podcastvision.
Si vous avez quelques secondes pour noter et laisser votre avis, ça nous aide aussi beaucoup. À très vite pour parler de photographie.